Bonjour et bienvenue pour cette conférence très attendue. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore trouvé un siège. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez vous glisser un petit peu dans les allées. Vous laissez quand même une solution pour que les personnes puissent éventuellement se lever s'il y a besoin de sortir rapidement. Nous allons commencer. Il y a un fauteuil de libre ici. Si vous voulez vous asseoir. J'ai une meilleure vue, je suis un petit peu en hauteur. Un fauteuil également ici. Là-bas. Voilà, installez-vous confortablement, vous serez quand même beaucoup mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très agiles et qui peuvent s'installer un petit peu partout. Allez aussi vers là-bas, voilà, vous serez plus confortable. Donc nous allons commencer. Ravi de vous retrouver pour ce deuxième jour de e-marketing Paris. Alors, j'ai des très bons intervenants qui ont accepté de prendre sur leur temps pour venir et pour partager leurs expériences. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche ici. Vous pouvez envoyer par SMS vos questions. Elles s'afficheront sur la tablette que j'ai sous les yeux. Et promis, soit je pourrai prendre les questions s'il n'y en a pas trop, soit je ferai une synthèse pour les poser au fur et à mesure. Donc, une petite question entre nous pour mieux nous connaître. Je voulais déjà savoir qui parmi vous est déjà sur Twitter. Est-ce que vous pouvez lever la main? D'accord? N'hésitez pas à tweeter avec le hashtag EMKTP 2022. Voilà, c'est un peu dur à prononcer. Qui parmi vous est sur LinkedIn? Ah oui. Et qui parmi vous est sur TikTok? Ah, on a quand même une audience bien avisée. Instagram? Et Facebook? Ok. Qui n'est sur aucun de ces réseaux sociaux? Ah. Très bien. Et sur Twitch? Ah oui, on a quand même quelques gamers. Très bien. Bon, bah merci beaucoup. Ça nous permet à la fois de faire un petit peu de gymnastique pour se détendre, mais également de pouvoir mieux vous connaître. Je pourrais aller à l'infini et vous poser encore beaucoup plus de questions, mais je crois qu'on va se limiter sur ces réseaux-là. Première chose, comme on parle de réseaux sociaux, on va faire un petit selfie. Donc, je vous propose de prendre votre téléphone en main, de regarder là-bas, de vous prendre en photo et avoir en fond d'écran ces personnes. Et ensuite, vous pouvez les tweeter. Et la personne qui pourra avoir le plus de vues, elle gagnera le fait d'être retweetée sur le compte Instagram de Loïc Lagarde, qui a déjà plus de 150 000 followers sur Instagram. Alors, on y va. Prenez votre téléphone, tournez-vous. Un petit selfie avec les personnes qui sont derrière. Allez-y. On regarde par là-bas. Le selfie, c'est vous qui êtes sur la photo. Et derrière, vous avez tous les participants sur la table ronde. Merci beaucoup. Donc, Loïc se demandait s'il allait avoir des photos. Je pense qu'il en aura quelques-unes. En tout cas, merci beaucoup à ceux qui ont participé. Je partage. Il partagera et vous verrez, vous serez vraiment très visible. Par contre, il y a un point entre Loïc et Lagarde, c'est le compte certifié. D'accord, il faudra qu'on le corrige. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir avec des experts. Donc, je présente tout d'abord Paola Saucedo. Bonjour Paola. Bonjour. Merci. Paola, elle a un petit accent, c'est normal, elle nous vient tout droit d'Argentine. Vous me direz, le chemin France-Argentine ou Argentine-France n'est pas forcément direct, mais l'amour y a été pour quelque chose, mais je ne vais pas faire de révélation. En tout cas, Paola, on est très content de t'avoir avec nous parce que tu travailles pour un groupe qui est très connu dans le monde entier, qui reflète l'image de la France, mais qui communique très peu et qui partage très peu. Donc, c'est une grande gentillesse d'avoir accepté d'être avec nous.
avec l'accord de ton supérieur hiérarchique, il faut le préciser. Mais s'il vous plaît, ne lui demandez pas trop de chiffres. Je vous rassure, elle va vous donner déjà beaucoup d'informations, mais des informations qu'elle peut partager. Donc ensuite, pour Hello Asso, Claudia Fragomeni. Bonjour Claudia. Bonjour. Qui a arrêté son séjour de surf au Maroc pour nous rejoindre aujourd'hui. Donc vous pouvez la remercier. Une grande surfeuse qui a choisi de quitter la capitale au début du Covid. Tu fais partie des gens qui se sont implantés en région et tu as bien de la chance. Et qui travaille pour une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle Hello Asso. Qui connaît Hello Asso? Ah oui. Bon, il y a encore pas mal de gens qui vont découvrir aujourd'hui ce qu'est Hello Asso. Ensuite, Tatiana. Bonjour. Tatiana, donc je pense que LinkedIn, pas besoin de présenter. En plus, tu es aux couleurs corporate. Toujours. Mais LinkedIn Luxe, ça, c'est plus difficile. Je pense que moi-même, j'ai découvert grâce à toi. Et on va partager avec vous, sachant que chez LinkedIn Luxe, tu as un rôle au niveau international, au niveau global. Oui, tout à fait. D'accord. Et du coup, tes collègues, ils sont où? Eh ben, mes collègues, ils sont un petit peu partout. On a des bureaux à New York, à San Francisco, en Italie, au Middle East, un peu partout. Mais le hub luxe est à Paris. Et je suis ravie de vous expliquer effectivement ce qu'on fait sur le luxe chez LinkedIn. Et nous, on est ravis aussi que tous les gens dans le monde entier sachent que c'est Paris la capitale du luxe. Donc très bien. Loïc, quand on s'est appelé, tu étais en Espagne. Oui, quand on s'est appelé pour préparer. Il y a 10 jours, j'étais en Espagne et je vous ai apporté la météo espagnole. C'est très paradoxal, mais quand c'était l'été à Paris, c'était l'hiver en Espagne. Donc voilà, je viens de rentrer et je vous apporte la météo. Et tu es très dépendant de la météo, toi, pas sur ton tempérament, mais sur les qualités des photos et du contenu que tu crées. Ça atteint aussi mon tempérament. Mais oui, complètement. Et comme la photographie, c'est l'écriture de la lumière, donc forcément, je suis très dépendant des conditions météo et du soleil. Donc Loïc, tu es ingénieur de formation et tu as choisi vraiment aussi de pivoter vers le métier d'influenceur. Un peu par défaut. Ouais. Et c'est d'abord Airbnb qui t'a recruté parce qu'ils ont vu la qualité de tes clichés en te demandant de faire les photos des appartements Airbnb, d'abord en France et un peu partout ensuite. Un peu partout, oui. C'était le début du digital nomadisme. C'était il y a maintenant plus de 10 ans. Et voilà, à l'époque, je faisais ingénieur, donc je ne pensais pas que photographe pouvait être un métier. Et lorsque je partageais mes photos comme loisir sur des réseaux sociaux comme à l'époque c'était Flickr, voilà, et c'est comme ça que cette start-up qui était encore inconnue à l'époque m'a contacté. Donc c'est là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire avec les réseaux sociaux et qu'on pouvait changer notre vie, notre destin en communiquant ses passions, son travail sur les réseaux sociaux. Voilà. Très bien, on va revenir dans le détail ensuite. Paula, peux-tu nous dire, toi, donc juste, pardon, je me présente, Cécile Delettré, je suis l'animatrice et responsable des conférences plénières. Paula, toi, tu peux nous expliquer peut-être qu'est-ce que c'est l'utilisation des réseaux sociaux? Je te laisse la pipette. Selon le panorama que vous avez étudié chez LVMH Hôtel. Loïc a donné une très bonne introduction. Plus près. Pardon. Parce que si on regarde cette petite vidéo, on voit que les panoramas, l'évolution des réseaux sociaux change tout le temps. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui. On voit que Facebook reste à la tête pour l'instant, mais on voit qu'Instagram va arriver petit à petit. Ça apparaît. Donc en fait, l'évolution, ça peut aller très très vite. Et les changements aussi, notamment grâce à l'utilisation des algorithmes qui font qu'il y a plus d'utilisateurs ou pas, selon les contenus et selon la distribution à la cible et l'audience. Tout à fait. Et c'est un vrai challenge pour les entreprises de s'adapter à ces changements et adapter les contenus
créés pour ces réseaux sociaux parce que chaque plateforme, il faut adapter bien sûr les contenus, vidéos, photos, etc. On arrive à quel volume à peu près sur... Donc, on voit qu'aujourd'hui, 4,5... Ah pardon, je suis allée trop vite. 4,5 des personnes utilisent, milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux. Ça veut dire 57% de la population mondiale. Donc, toutes les entreprises sont obligées à être sur les réseaux sociaux. Et dans l'hospitalité, c'est très important parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent que les gens ils choisissent leur destination et leurs hôtels sur les réseaux sociaux. Donc, nous, chez Valblanc, on a choisi de concentrer nos efforts sur Instagram, Facebook et LinkedIn. D'ailleurs, on travaille avec LinkedIn et j'ai eu l'occasion de travailler avec Tatiana. Donc, en fait, c'est ça. Il faut concentrer, surtout quand on n'a pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens de Dior ou Guerlain parce qu'on est de plus petites équipes. Donc, on concentrer ses moyens sur certains réseaux sociaux. Très bien. Donc là, on a une petite vision de ce que vous utilisez. Peux-tu nous en dire un peu plus? Est-ce que vous connaissez Cheval Blanc dans la salle? Qui connaît Cheval Blanc? Très bien. Qui a déjà séjourné chez Cheval Blanc? Ah, une heureuse. Félicitations. Quelle destination, pour être curieux? À Paris. Paris, effectivement, vous avez lancé l'hôtel Cheval Blanc à la Samaritaine. Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons 5 maisons. On dit maisons, pas hôtel. Donc en fait, la marque est née en 2006. La première maison est Courchevel. Donc c'est vraiment né, c'est la famille Arnaud qui cherchait un chalet de famille. Donc c'est pour ça aussi qu'il appelle les maisons. Il y a un vrai esprit résidentiel. C'est la personnalisation, les expériences qui sont importantes dans nos maisons. Et donc en fait, on a effectivement ouvert à Paris la plus grande maison l'année dernière. C'est un vrai challenge et ça a donné beaucoup plus de visibilité à la marque Cheval Blanc, notamment aussi sur les réseaux sociaux. On a vraiment, en fait, ça a eu un vrai impact sur les stratégies globales. D'accord. Et comment vous décidez du contenu que vous créez sur les réseaux sociaux? En fait, on concentre nos efforts sur certains réseaux sociaux. On ne peut pas être partout. Donc, notamment Instagram. Et quand on voit sur Instagram, c'est vrai que plusieurs marques ont fait à peu près des choses similaires. Donc, en fait, c'est ce qui est important, c'est de centrer ces efforts aussi sur étudier l'ADN de la marque. Donc nous, par exemple, un de nos piliers importants, c'est l'art contemporain. Les artisans qui travaillent avec nous, notre diamant humain, le chef Arnaud Donquel, qui la semaine dernière a gagné 3 étoiles Michelin pour son restaurant Plénitude. Donc en fait, on va mettre en avant toutes ces richesses et tout ce qui nous fait de l'expérience Cheval Blanc quelque chose d'unique. Très bien. Et donc, en fait, ce que vous essayez de raconter, c'est des histoires. C'est pas simplement de vous dire... Oui, tout à fait. En fait, sur les réseaux sociaux, l'important, c'est le storytelling. Les gens ne viennent pas acheter un service, c'est une vraie expérience. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Voilà. D'où cette citation de Seth Godin qui reste tout à fait d'actualité. Tout à fait. People don't buy goods and services, they buy relations, story and magic. Magic. Et effectivement, chez Cheval Blanc, c'est une magic expérience. Tu as une dernière visibilité, voilà. Là, tu nous offres l'expérience quand même, même si on n'est pas encore avec notre casque de métaverse à pouvoir visiter directement le chalet de Courchevel ou l'exposition d'art contemporain. Mais voilà un petit peu le type d'expérience que tu mets en avant sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On va mettre en avant la destination, les maisons, l'art contemporain qui est très présent au sein de nos maisons et bien sûr la haute hospitalité. Parfait. Voilà. Donc, je pense qu'on peut prendre un ticket. Tu nous invites tous
Super. Et on a eu l'occasion pour le lancement de Cheval Blanc Paris de travailler avec Tatiana. D'accord, justement, Tatiana, tu vas nous dire déjà comment ça s'est passé pour Cheval Blanc, qu'est-ce que vous avez fait, si vous êtes d'accord, mais en tout cas, la marque est là, donc tu as le droit, avec l'accord de la marque, de pouvoir révéler, ce qui n'est pas forcément toujours le cas quand tu travailles pour Dior ou d'autres maisons de luxe. Oui, mais c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler avec Paola, notamment quand l'hôtel Cheval Blanc a ouvert à Paris. Donc j'ai du mal avec le temps en ce moment, avec les confinements, le Covid, tout ça. Mais bon, donc récemment, et c'est vrai que ce sur quoi on a travaillé avec Paola, c'était vraiment travailler sur les audiences, se dire qui est-ce qu'on va cibler sur LinkedIn, comment est-ce qu'on va générer de la notoriété pour une marque qui est déjà connue de... Voilà, j'ai l'impression qu'ici, il y avait à peu près 50% des gens qui connaissent. Mais comment est-ce qu'on va raconter plus que Cheval Blanc, justement, voilà, l'attachement à l'art contemporain, enfin faire un peu rêver, et évidemment avec un objectif ultime de faire connaître, mais aussi de driver du trafic, que ce soit dans les restaurants, dans l'hôtel lui-même, etc. Donc c'était surtout un travail de branding, j'ai envie de dire, et je suis désolée pour le franglais, c'est difficile, on est tellement habitué à ça, et de toucher les bonnes personnes sur LinkedIn. Et en fait, on connaît LinkedIn au niveau employabilité, faire connaître son CV, agrandir son réseau relationnel, chercher un emploi, ou d'autres recruteurs chercher effectivement des candidats. Donc en B2B ou en tout cas une relation RH, on connaît moins l'activité B2B ou B2C. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que LinkedIn, c'est incontournable comme outil quand on est à la recherche d'un emploi. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Juste pour rappel, LinkedIn, ça a été créé en 2003 dans la Silicon Valley, et la vision, elle n'a jamais changé. Ça a toujours été vraiment de connecter les professionnels, donc on reste un réseau professionnel, mais de les rendre plus efficaces et plus productifs. Après, ce qui est intéressant, et pour répondre à votre question sur effectivement le B2C, c'est les usages en fait de LinkedIn qui ont évolué. Et pourquoi est-ce qu'ils ont évolué ? Ils ont évolué parce que LinkedIn aujourd'hui c'est devenu comme un média. Il y a beaucoup de contenu, et en fait quand on pose la question à nos membres de pourquoi est-ce que vous vous connectez sur LinkedIn, bien sûr il y a des gens qui vont être à la recherche d'un emploi, mais c'est plus du tout la seule raison pour laquelle on va chez LinkedIn. Pour vous donner une anecdote, moi je suis chez LinkedIn depuis 6 ans, et quand je suis arrivée, je me souviens que si en rendez-vous, je demandais aux gens, voilà, est-ce que vous utilisez LinkedIn, juste pour voilà, savoir un peu le niveau de connaissance, très souvent, les gens n'osaient pas le dire s'il y avait le boss dans la salle, parce que ça donnait l'impression qu'ils étaient à la recherche d'un autre job. Donc tout le monde me disait non. Voilà. Et je pense que c'est assez révélateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Enfin, globalement, tout le monde dit que, voilà, enfin, pour ceux qui le font, utilisent LinkedIn. Et donc, les usages, c'est chercher un job quand on en cherche un. C'est évidemment se construire un réseau, connecter, mais c'est surtout vraiment se nourrir de contenu. Il y a une recherche de savoir, de fond, de perspectives différentes. Tu parlais de storytelling, Paola. Évidemment, le storytelling, c'est primordial sur, je pense, n'importe quel média ou dans la vie aujourd'hui. Mais c'est vrai que sur LinkedIn, il y a cette notion de mindset, en français, d'état d'esprit qui est très unique en fait. Les gens se connectent peut-être moins souvent que sur les autres plateformes, mais quand ils se connectent, ils sont dans une démarche d'investir du temps, de découvrir des choses, de comprendre des choses. Et donc pour une marque, pour revenir à la question originale du B2C, pour une marque, c'est vraiment un écrin où les membres sont disposés à comprendre. Donc, par exemple, quand on travaille sur des stratégies de contenu, on ne va pas forcément recommander de faire des vidéos très très courtes. Au contraire, on va pas recommander de faire des vidéos de 10 minutes, bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à aller raconter l'histoire, à raconter la genèse de Cheval Blanc, quelles sont les attaches. Et ce qu'on voit, c'est que utiliser LinkedIn comme une plateforme de communication en B2C, donc c'est le luxe, mais c'est la tech, c'est la finance, enfin c'est plein de verticales. Il y a un engagement qui en général est très élevé, et du coup derrière, la citation avant le résumait très bien, il y a des actions qui vont être prises, donc ça va être générer du e-commerce, générer du trafic, générer des leads, voilà, donc d'un point de vue marketeur, ça va avoir un impact sur les objectifs.
D'accord, donc le marketeur peut à la fois créer du contenu et également acheter éventuellement des campagnes sponsorisées. C'est un peu deux choses différentes. Oui, bien sûr, nous on les accompagne sur la stratégie organique, donc voilà, organique, d'utiliser LinkedIn comme une plateforme de communication et une stratégie payante où là en général il y a des objectifs de ciblage précis. Typiquement, on a ciblé, alors je ne vais pas tout révéler, mais globalement des gens qui ont une certaine seniorité de directeur, CEO, VP, etc., dans certaines industries où on sait qu'il y a une affinité avec le luxe, donc ça va être évidemment le travel, mais aussi la mode, le retail, le design. Voilà, donc après on met en place des stratégies avec différentes audiences, différents formats, etc. Et donc la stratégie de création de contenu, c'est devenu une nouvelle activité qui porte un nom d'ailleurs. Alors, je pense que vous voulez parler du programme des créateurs. C'est ça. Ça, c'est dissocié de la partie média, en fait. Je parlais des usages qui ont évolué sur LinkedIn, et ça, c'est beaucoup grâce à l'équipe éditoriale de LinkedIn. Et il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, et c'est tout à fait normal, nous, on baigne dedans. Mais sachez qu'aujourd'hui, chez LinkedIn, il y a à peu près une petite centaine de journalistes qui travaillent chez LinkedIn. On a une rédactrice en chef à Paris, Sandrine Chauvin, qui est une ancienne journaliste des Échos, un rédacteur en chef à New York, Dan Ross, qui est l'ancien rédacteur de Forbes Digital. Et en fait, c'est vraiment cette équipe qui a amené une autre dimension à LinkedIn qui couvre l'actualité. Donc il y a des interviews, des podcasts, plein de choses. Et aujourd'hui, l'idée, c'est donc en lançant ce programme de créateurs, l'idée, c'est de capitaliser aussi sur nos membres, puisque chaque membre est un créateur en puissance. Donc, il y a des gens comme Loïc qui ont Oui. déjà... Je fais justement partie des créateurs LinkedIn. Et je rejoins tout à fait ce que Tatiana vient de dire concernant LinkedIn, qui est un réseau que j'utilise également depuis 2003. Et maintenant, LinkedIn est devenu chez moi un vrai réseau social d'influence sur lequel j'ai une communauté très engagée, bien plus engagée que Instagram, par exemple. Comme Tatiana disait, les gens se connectent moins, mais lorsqu'ils se connectent, c'est vraiment, ils sont intéressés par le contenu et vont interagir de manière beaucoup plus qualitative. Moi, je reçois des commentaires. Moi, j'expose mon travail de photographe sur LinkedIn. Et j'ai construit une nouvelle communauté en fait, qui suit mon travail, qui suit mes aventures de voyage et qui interagit avec moi, avec des commentaires longs, très qualitatifs, que je n'ai pas sur les autres réseaux sociaux. Enfin, voilà, je prends l'exemple d'Instagram, qui est mon gros réseau social. J'ai 180 000 abonnés sur Instagram et j'arrive à mieux engager, avec souvent même des chiffres de visibilité plus importants sur LinkedIn, alors que j'ai 13 000 abonnés sur LinkedIn. Donc c'est un réseau social qui, pour moi, aujourd'hui, très intéressant et très qualitatif. Et quand tu parles de programme Creator, pardon, en quoi ça consiste exactement? Est-ce que tu as une relation avec quelqu'un de LinkedIn pour Oui. t'expliquer de quoi il s'agit? Parce que LinkedIn étant une plateforme, c'est parfois assez difficile d'avoir des relations avec des vraies personnes. Alors c'est un nouveau programme, j'ai été approché il y a quelques semaines, hein, c'est au début 2022, concernant ce nouveau programme de créateurs, comme de Tatiana disait, il y a différentes verticales. Moi, je suis sur la verticale travel, il y a la verticale luxe, finance, etc. Et j'ai une personne de LinkedIn qui m'accompagne, qui me conseille, on va dire, sur les tendances, sur les sujets à aborder et éventuellement, ce qui n'a pas encore été fait, mais qui peuvent relayer également mes publications. Alors c'est plutôt un accompagnement. Après, voilà, c'est une nouveauté. Donc, mais c'est toujours très appréciable d'être écouté, accompagné par un réseau social. On a plus envie, en tant que créateur de contenu, de s'investir sur ce réseau social. Et d'autres réseaux sociaux le font d'ailleurs. Pinterest également m'avait accompagné de la même manière. Même Instagram à une époque. Donc maintenant c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que si un réseau social accompagne un créateur,
sachant que notre temps n'est pas infini, que l'investissement sur les réseaux sociaux est très chronophage, et ça, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On est obligé de faire des choix, on ne peut pas être partout, donc le retour sur investissement, le ROI de LinkedIn est plus fort que le ROI sur Instagram, par exemple, pour toi? Alors, disons que Instagram est un incontournable aujourd'hui. Voilà, on est tous plus ou moins obligés de communiquer dessus. C'est le gros réseau aujourd'hui. Moi, en tant que photographe, je suis obligé de poster beaucoup de contenu dessus. C'est une sorte de portfolio en fait. C'est un portfolio, c'est le réseau d'influence, c'est le réseau aussi d'influence principal. Enfin, c'est vraiment parce que je travaille, je fais des campagnes d'influence avec les marques, principalement dans le monde du voyage. Donc Instagram est la première plateforme sur laquelle elles veulent être visibles. Mais le taux d'engagement dessus, ce que je dois produire par rapport aux résultats et par rapport à ma communauté va être moins intéressant, ça va être plus difficile que sur des réseaux, des nouveaux réseaux. LinkedIn a cette nouvelle approche, voilà. Et je peux aussi parler de TikTok qui est aussi un réseau émergent qui peut marcher très bien et qui ne s'adresse pas que aux jeunes. Voilà, la preuve, je suis là et je suis donc on peut dire Instagrammeur, bien qu'avant j'étais Flickr, j'en sais rien comment on dit ça, et Facebookien. Et maintenant, je suis devenu TikToker, voilà. Mais il ne s'agit pas de danser, non. Je propose aussi mon contenu de producteur de contenu, photographe, voyage, vidéaste, où je reste toujours sur ma ligne éditoriale de faire rêver, de faire voyager ma communauté. Je la fais voyager sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok, avec un contenu qui va être adapté pour chaque plateforme. Je ne vais pas mettre exactement la même chose sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, parce que ce sont des réseaux sociaux qui n'ont pas la même approche, mais je vais véhiculer la même énergie, le même style, la même. On parle de brand content, donc ça va être ma marque que je vais diffuser de manière, de manière différente sur chaque plateforme pour adresser un public qui va également être différent. Évidemment, le public TikTok ne va pas être le même que le public sur LinkedIn, mais chacun va également être intéressant, va participer au développement de ma communauté. Si je peux juste rebondir, il y a beaucoup de duplication entre les audiences et ça c'est des datas, c'est plus que les attentes sont pas forcément les mêmes, donc il n'y a pas exactement les mêmes personnes, mais de la même façon qu'on imagine que TikTok il n'y a que des jeunes, on imagine que sur LinkedIn il n'y a que des CEO. Aujourd'hui je vous souhaite à tous d'être CEO, mais il y avait beaucoup de gens dans la salle qui ont levé la main, il y a plus de 800 millions de personnes, donc c'est assez vaste, donc c'est plus les attentes, je pense, c'est ce que tu disais aussi Paola dans comment est-ce qu'on aborde les réseaux sociaux qui est intéressante. Dis-moi, voici quelques-unes de tes photos, Loïc. Pourquoi elles ne sont pas signées? Parce que là, elles sont magnifiques, mais tu n'as pas peur que les gens te les piquent? On me les pique déjà, et ça me fait après... j'ai un système très efficace pour les poursuivre, donc c'est tant mieux. Et alors une chose, s'ils veulent me les piquer, de toute façon, si je le signe quelque part, ils les coupent. Mais la première chose qu'on me dit lorsqu'on voit mon travail, lorsque je rencontre les personnes de ma communauté, ils me disent « Ah, lorsque je regarde mon fil d'actualité et que je tombe sur ta photo, je reconnais tout de suite que c'est toi. » Voilà, ça rejoint ce qu'on parle de brand content. J'ai une ligne éditoriale. Une vraie signature, voilà, une vraie identité. Une signature visuelle à travers les prises de vue que je fais, à travers également mon édition. On est dans un style onirique, bright and colorful. Je fais aussi du franc, voilà. Bon, t'as compris. Hein. Et donc voilà, mes photos n'ont pas besoin d'être signées, elles sont signées intrinsèquement. Mon travail est intrinsèquement signé par son style.
Et c'est comme ça qu'on me reconnaît, quelle que soit la plateforme d'ailleurs. Parfois, ben, voilà, il y a des personnes de ma communauté qui m'envoient des messages. Ah, j'ai trouvé cette photo sur je ne sais quel site ou je ne sais quel compte Instagram qui te l'a piqué. D'ailleurs, cette photo de la deux chevaux non signée a été partagée par Britney Spears il y a exactement un an sur ça le Britney Spears. Ah oui, elle était dans la voiture? Elle est et elle a utilisé ma photo sur son compte Instagram sans me mentionner, rien du tout. Bon, son compte a 40 millions d'abonnés. La photo a fait, je sais plus quoi, 500 000 likes, quelque chose comme ça. Et elle n'était pas signée. Et comme dans ma communauté, il y a des personnes qui suivent Miss Britney Spears, ils ont vu la photo et dit ah, ça c'est ta photo. Et ils ont mis ton nom dans les commentaires. Et ils ont mis, oui, ils ont mis mon nom dans les commentaires. Bon, ça n'a pas suffi pour atteindre la star. Mais bon, c'est. Mais au moins une partie de son audience. Et c'était une stratégie pour toucher également son audience, pourquoi pas? En tout cas, voilà, bon, c'est vrai que si elle avait mis mon crédit, ça aurait été plus sympa, mais bon, c'est comme ça, c'est les réseaux sociaux aussi. Certaines autres stars ont fait ça et ça a été très appréciable. Mais je pense mettre cette photo de la deux chevaux. J'avais fait un tour en deux chevaux en 2020, sur l'été 2020, donc ça c'est à grâce. Cette photo, je peux la mettre en NFT et la titrer Stolen by Britney. Voilà, donc, et je vais la vendre 50 TH si ça vous intéresse. Ça y est, tu es sur NFT. Là, Comment tu es en train de nous révéler que Ouais, tu es déjà sur... Voilà, là je fais le switch sur le sujet, sur le sujet NFT. Et NFT qui est aussi qui est pour moi encore très nouveau. Hein, qui utilise, qui a déjà acheté ou qui a déjà regardé le NFT dans la salle? Allez, là, ouais, c'est encore très nouveau pour beaucoup émergent. de personnes, mais il y a des early adopters, là, une petite dizaine. Très bien. Et donc, du coup, tout ça nous amène à parler un petit peu du site web. Hein. On est en train de passer du Web 2 au Web 3. Et on se demande dans ce contexte comment le site web au milieu des réseaux sociaux, il peut encore exister. Est-ce qu'il est encore utile, désolé de dire ça, à une spécialiste du SEO? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu en penses et quel est ton quotidien? Oui, bien sûr. Alors non, les réseaux sociaux n'ont pas tué le site internet, vraiment pas. C'est un peu un condensé de tout ce qu'on vient de dire. La différence, par exemple, c'est que, comme tu l'as très bien dit, Loïc, c'est vraiment un canal, une audience, un contenu, tandis que le site web, le gros défi, ça va être de répondre à toute l'audience. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est vraiment un défi commun, c'est de véhiculer son image et ses valeurs. Ça, c'est très important. Alors, ça sort un peu du spectre du SEO, mais c'est de la com, c'est du marketing, et c'est vraiment dégager ses valeurs. Un site internet optimisé SEO, ça va générer du trafic, c'est génial. Mais en revanche, il faut vraiment que qu'il y ait une image, qu'il y ait un côté humain, parce qu'on travaille un site internet pour qu'il soit bien référencé pour Google, mais derrière Google, ce n'est pas Google qui va vous acheter ou qui va vous contacter, c'est des humains. Donc c'est très important de se démarquer aussi. Si tu veux passer juste la slide, Cécile. Oui, pardon. Tiens, parce que ça reprend d'ailleurs tes chiffres aussi, mais hop, ça sort un petit peu du... Alors c'est c'est 7,8 milliards d'humains, donc 5 milliards d'internautes, 82 milliards de visites sur Google, donc là on parle c'était des chiffres de 2021, et on est à quasiment 2 milliards de sites internet. Donc la réponse est non, le site internet n'est pas mort. En revanche, quand on voit ces chiffres, ça donne un peu une espèce de sensation, soit de dire waouh, ok, ça va être super compliqué, c'est une sorte de danger. En même temps, on peut aussi le voir comme une opportunité de part des 5 milliards d'internautes. Et aussi
de 2 milliards de sites internet. Il y a aussi dans le SEO, donc c'est un terme un peu spécifique, mais on a les backlinks, c'est pour gagner en notoriété, et c'est aussi, moi je vois ces chiffres comme une opportunité aussi de créer des liens avec d'autres sites pour créer une communauté. Il y a aussi ce gros challenge après qui est de se différencier et de sortir du lot et donc d'être visible. Donc il n'y a pas de recette miracle. Désolée, frustration, mais il y a des recettes et je vais prêcher pour ma paroisse, mais le SEO est une des solutions, fait partie de la recette pour être visible. Je vais juste vraiment compléter, mais je pense pas. Moi, je fais pas enfin, pour moi, c'est vraiment de la synergie. C'est pas, on a les réseaux sociaux d'un côté, le site internet où on a que les réseaux sociaux. Pour moi, c'est vraiment. Je sais pas si tu as un site internet, Loïc. Oui, j'ai un site internet qui est une vitrine en fait, qui est une très mauvaise vitrine parce que j'ai du mal à m'en occuper. Okay. C'est aussi très chronophage de s'en occuper, comme il y a les problématiques SEO, etc. Il faut toujours mettre à jour. Oui. Et j'arrive pas à être avec mon cerveau n'arrive pas à être réseaux sociaux et site internet. C'est vraiment Oui, Et souvent je le sous-traite et comme je suis jamais satisfait avec la personne avec qui je le sous-traite parce que elle va pas comprendre exactement ce que je veux, donc c'est une vraie problématique chez moi. Ouais. Mais en revanche, voilà, pour moi, c'est vraiment une synergie. C'est vraiment réseaux sociaux plus site internet. Et même quand on fait du personal branding, quand c'est vraiment un influenceur et qu'on représente. Alors, tu es une personne avant tout. Bien évidemment, il y a un business derrière. Mais pour moi, même en tant que personal branding, avoir un site internet, pour moi, c'est complémentaire et c'est vraiment une synergie. Oui. Ça va être une vitrine, même si c'est peut-être un peu moins travaillé qu'un site de type entreprise où en effet il faut le mettre à jour, il faut réfléchir sur ses mots-clés, il faut faire de la veille concurrentielle, il faut bien suivre, il faut monitorer, avoir des KPI précis, etc. Pour moi, c'est quand même une vitrine et c'est important. Voilà. D'accord, mais c'est le contenu qui crée du trafic ou c'est la publicité sponsorisée? Comment le earned media, le paid media? Alors, qu'est-ce que tu recommandes aux personnes qui sont dans la salle? Beaucoup de choses. C'est un boulot à part entière. C'est beaucoup d'informations. Est-ce que c'est le contenu qui crée le trafic? Oui, bien évidemment, dans le sens où le contenu optimisé SEO, ça va plaire à Google. Désolé, malheureusement ça marche comme ça. Ça va plaire à Google. Google va mieux te référencer et il va te mettre position 1, c'est magnifique. Mais bon, il faut au moins être sur la première page pour être vu. Donc oui, le contenu plaît à Google. Google te référence. Et donc, tu es visible par les internautes. Et donc, forcément, ça crée notoriété, acquisition, conversion. L'entonnoir classique. Après, il faut juste réfléchir quand même. Il ne faut pas que créer du contenu SEO optimisé. Parce que bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même l'œil humain. Un humain qui arrive dessus. Et donc, la fréquence de création de contenu, que ce soit un post sur un blog, que ce soit un tweet qui génère du trafic vers le compte. Alors, je pense qu'il y a vraiment une stratégie selon c'est peut-être moche de dire ça, mais le cycle de vie de l'entreprise. Il peut avoir au début peut-être une stratégie, on va dire, de type agressive, parce qu'il faut vraiment percer, il faut travailler sur beaucoup de mots-clés, il faut se positionner, selon aussi si le secteur est concurrentiel, s'il n'est pas concurrentiel, mais à l'heure actuelle, en 2022, il y a encore je crois qu'il y a vraiment très peu de mots-clés qui sont plus concurrentiels, peut-être, et encore non, même pas. J'allais dire NFT et tout, mais même pas, c'est devenu hyper concurrentiel. Il y a peut-être des nouveaux mots comme ça qui vont arriver et donc qui sont peu concurrentiels, mais à l'heure actuelle, tout est concurrentiel. Quand on voit 82 milliards de visites sur Google, imaginez le nombre de requêtes et de mots-clés qui sont tapés tous les jours dans la petite search, la petite barre.
ça dépend de votre stratégie. Je pense qu'il y a vraiment une stratégie selon le cycle de vie et en phase de, on va dire, quand on est plutôt en phase de maturité, ce qui va être après important, ça va être le gros défi, ça va être de rester numéro 1 sur certaines positions. Et donc justement, nous par exemple chez Hello Asso, alors juste petite rectification, Hello Asso est une entreprise sociale et solidaire et on accompagne les associations. Donc là, moi, je suis en pleine fracture numérique, etc., qui n'ont pas forcément l'habitude de TikTok, de Twitch, etc. Combien d'associations avez-vous répertoriées? 160 000. Très bien. Ouais, ça commence à faire, donc on est super contents. C'est-à-dire, c'est des gens qui prennent en main le digital, qui créent des choses sur Hello Asso, donc ça, c'est magnifique. Mais là, par exemple, nous, on a vraiment... donc le blog a été créé en 2014, mais laissé à l'abandon. Et depuis 2018, on a vraiment une démarche de créer du contenu. Et donc, à ta question, combien de contenu il faut créer, c'est très compliqué, mais c'est vraiment être hyper régulier et surtout suivre des KPI, monitorer, faire du suivi pour voir les changements, pour voir les baisses de position. Nous, on a beaucoup de mots-clés où on est numéro 1. Mais c'est du suivi, alors je vais dire mensuel, parce qu'il y a un moment donné où si tu regardes tes chiffres tous les jours, tu deviens complètement fou, mais au moins mensuel, tu regardes et tu vois si tu perds des positions, et ben c'est aller chercher. Alors c'est magnifique les outils, en SEO sans outils, vous faites pas grand-chose, hein, je suis désolée, c'est malheureusement, même si les gens qui croient, ça va pas marcher comme ça, mais en revanche, il y a quand même une grosse part œil humain, et d'aller regarder, et d'aller tout simplement regarder Google, Yahoo, Bing, voir qu'est-ce qui se passe. Et puis des outils aussi, des outils qui aident. Les outils aussi sont hyper importants, ouais. Mais il y a l'œil humain. C'est comme les data, par exemple. Regardez juste le nombre de, je sais pas, par exemple, 3 millions de visiteurs sur le blog. Ça, c'est nos chiffres de début 2022. C'est génial, mais après, il faut quand même aller regarder, parce que 3 millions, ça nous fait mousser, mais après, il faut se dire, OK, mais en fait, est-ce qu'il reste longtemps? Est-ce qu'il y a un taux de rebond qui est super élevé ou pas? Donc, en fait, c'est vraiment... Les outils vont donner de la data, mais après, c'est les analyser et essayer d'agir en conséquence. Alors, en parlant de nouveaux mots, je réagis sur une des questions que j'ai sur la tablette, qui est Facebookisation. Voilà, je ne connaissais pas ce nom, je ne sais pas qui a envoyé la question dans la salle, mais en tout cas, c'est intéressant. Et la question est, il n'y a-t-il pas un risque de Facebookisation de LinkedIn face à ce changement des usages? Donc, Tatiana, je te laisse avec cette magnifique question. Merci. C'est mon avis personnel, je ne peux pas parler au nom de LinkedIn. En tout cas, nous, on a une stratégie qui n'a pas changé. On a une vision de LinkedIn, comme je vous le disais, qui est vraiment d'accompagner les professionnels et de les rendre plus efficaces, plus productifs. Aujourd'hui, donc dans le passé, c'était beaucoup notamment sur la notion de réseau, de se connecter. Aujourd'hui, on a ajouté cette brique de contenu, entre guillemets. Alors, je ne pense pas qu'il y ait un risque de Facebookisation. Après, il faudrait le définir. Qu'est-ce que la Facebookisation? Parce que je pense qu'on a tous, selon est-ce qu'on utilise Facebook ou pas, selon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais est-ce que on aime Facebook, on aime le contenu, donc c'est assez, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. En plus, Facebook n'existe plus, bien sûr, puisque c'est Meta. Donc voilà, Facebook donc est il faut mort. retravailler le mot, exactement. Après, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est ce que tu disais aussi un petit peu, sur LinkedIn, il y a une espèce d'autorégulation. C'est-à-dire que les membres, ils sont dans cette démarche intelligente, curieuse, d'aller plus loin. Et quand on regarde l'engagement sur LinkedIn, il est quand même très souvent neutre ou positif. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de haters sur LinkedIn. En tout cas, ce n'est pas là où ils vont s'exprimer. Et on voit très rarement des commentaires ou un engagement très négatif. Ou s'il l'est, il va être négatif mais constructif. Donc par exemple, il peut y avoir une marque, je ne sais pas, qui va poster du contenu, qui va être considéré... non inclusif, qui ne va pas représenter la diversité. Et il y a des membres qui vont très naturellement le dire. Mais ça va pas être... l'idée, ça ne va pas être de détruire ou de cancel la marque, mais plus de dire, by the way, vous pourriez faire ça différemment. Donc non, je ne pense pas qu'il y a un risque de Facebookisation. Il faut savoir que
LinkedIn, pour la cinquième année consécutive, a été élu, désigné comme la plateforme la plus trustée par Business Insider, qui tous les ans délivre son Digital Trust Report. Et c'est quelque chose qui est hyper important pour nous. On a des équipes en place. Je ne pourrais pas vous communiquer le nombre de personnes, parce que honnêtement, je ne l'ai même pas en tête, mais de gens qui vont aller vérifier les faux profils, qui vont aller vérifier les fake news, etc. Et ce classement de Business Insider, il regarde la confiance qu'ont les membres en une plateforme pour poster, la confiance qu'ils ont dans le fait que cette plateforme ne va pas partager cette data, etc. Donc, en tout cas, notre credo chez LinkedIn, c'est vraiment d'offrir un environnement premium pour les membres, pour les marques, pour la conversation. Donc, pour répondre à la question, je ne pense pas, non. Cette question m'intéresse beaucoup parce que je dis souvent que chez moi, j'ai une utilisation professionnelle des réseaux sociaux. LinkedIn a pour moi remplacé le Facebook d'avant dans la communication de mon travail. Et justement, moi, je trouve ça très bien parce que je peux exprimer beaucoup plus mais voilà, le travail, interagir avec ma communauté comme ça pouvait être le cas à Facebook avant peut-être 2015. Je suis maintenant aujourd'hui sur LinkedIn, avoir une population engagée avec qui j'ai des vrais échanges, en restant dans le cadre de ce que je parle. Voilà, je ne parle pas de ma vie privée, je parle de ce que je fais, et je trouve ça justement très intéressant. Et ça me fait penser également à un mauvais commentaire une fois que j'avais eu sur LinkedIn d'une RH d'une entreprise de type 20e siècle. Qui avait dit ce contenu n'a rien à faire sur LinkedIn, en parlant de mon travail de photographe. J'ai pas pris le soin de répondre, et c'est là que avoir une communauté est quelque chose quand même de très précieux, parce que ma communauté a répondu à ma place et l'a remis à sa place. Et c'était pas un message politique. C'était pas un message à caractère politique. C'était pas un message à caractère politique, c'était juste de dénigrer mon travail qui, selon elle, n'avait pas la place sur ce réseau professionnel, parce que photographe ne devait pas être un... c'est pas un vrai métier, en fait. Ce n'est pas un vrai métier, exactement. Voilà, Donc, RH dans une banque, je ne sais pas, une histoire comme ça. Donc, mais voilà, c'est là aussi qu'on voit la force d'une communauté, quels que soient les réseaux, et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Pourquoi je travaille, je fais ce que je fais aujourd'hui, je parcours le monde entier, c'est grâce à mes communautés sur les réseaux sociaux. Voilà, et c'est pour ça que j'investis mon temps, c'est pour partager mon travail, pour échanger avec ces communautés et interagir avec elles. Donc c'est fondamental également d'avoir cette relation avec sa communauté, quels que soient les réseaux sociaux. Une question sur le brand content, peut-être pour Paola. Comment créer du brand content quand on est une start-up? Comment créer du brand content quand on est une start-up? Qu'est-ce que tu pourrais recommander, Paola ou Claudia? Je pense que vous êtes... C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, faire de la vidéo professionnelle coûte très très cher, et même de la photo. Donc en fait, c'est de s'entourer des personnes. Nous, par exemple, s'entourer des personnes et de faire des partenariats. Ça peut être avec des photographes, des créateurs de contenu. Ça, c'est sur les réseaux sociaux quelque chose qui marche très très bien. Donc ça peut être des échanges de ce type-là. C'est, comme tu l'as dit, c'est très compliqué parce que c'est croire qu'on peut tout faire tout seul. Mais après, c'est compliqué d'avoir ce discours face à une personne justement qui crée un business, une start-up qui n'a pas forcément les moyens au début. Donc c'est vrai, c'est essayer de créer... Moi, je pense que déjà, il ne faut pas essayer de tout toucher à tout. Je pense qu'il faut essayer peut-être d'abord de cibler, et aussi c'est un peu comme un bêta-test, hein, c'est de cibler, de tester, et comme tu disais Loïc, de vraiment de communiquer et de parler avec sa communauté, justement pour avoir des retours avec alors, la communauté naissante. Mais oui,
faire du brain count. C'est Et- obligatoire, mais c'est... Obligatoire. Ouais. Et on n'a pas beaucoup parlé du live. Bien sûr, il y a les stories et il y a le live. Quels sont les retours de LinkedIn, par exemple, sur votre live, qui est une option qui est peut-être pas accessible à tout le monde? Aujourd'hui, le live, c'est une option qui peut être accessible à tous. Il y a une notion de validation des profils, encore une fois, dans cette démarche d'avoir un environnement qui est brand safe. Je ne sais même pas comment on dit en français, mais qui est... comment on dit brand safe? Enfin, vous comprenez, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité des types de live qu'on va voir. Donc, typiquement sur le luxe, on voit des marques, aujourd'hui toutes les grandes marques de mode ou de luxe vont faire leur défilé en live sur LinkedIn. Ils vont le diffuser aussi évidemment sur YouTube, sur Instagram, sur leur site. Mais je pense que c'est une bonne illustration, pour revenir à la première question du B2C, de voir des Dior, ou Louis Vuitton, ou Prada, ou des marques comme Ami, donc qui sont plus du prêt-à-porter, qui vont diffuser leur live sur LinkedIn. Après, il y a des marques, par exemple, je pense à Dassault Systèmes, qui va faire des séries de contenus pour parler à des decision makers dans le business et parler de leurs valeurs, des choses comme ça. Et bien évidemment, beaucoup de start-upers ou beaucoup de créateurs, d'influenceurs. Je ne sais pas si Loïc, tu as déjà fait des lives qui vont organiser ça. C'est un format qui a été lancé avant le Covid, lockdown et compagnie. Mais bien sûr, aujourd'hui, la digitalisation des événements, elle est très forte et LinkedIn a un rôle à jouer là-dedans. Et la prochaine étape, c'est notamment les lives, mais audio, qui sont en train de se lancer sur LinkedIn. Oui, donc les audios, comme effectivement, on a pu voir le phénomène Clubhouse qui a profité du confinement. Qui a été vraiment une montagne avec un pic très fort, mais qui est aussi descendu très bas, mais qui a permis aux autres réseaux sociaux, comme Twitter avec Space, de créer des rooms. Et vous aussi, vous allez créer ce type d'outils audio? Là, il y a un format qui va être lancé comme ça. Intéressant et à suivre. Écoutez, je crois qu'on a à peu près couvert toutes les questions. Il y en a eu beaucoup sur LinkedIn pour savoir comment avoir, comme là, Loïc ici présent, quelqu'un qui vous accompagne, un statut un peu VIP. D'ailleurs, je voulais tout à l'heure, et puis après on a la conversation, on a eu plein de choses intéressantes, mais quand on parle du programme créateur, avant tout, il y a une fonctionnalité qui a été lancée sur les profils de tous il y a quelques mois, qui est de pouvoir activer la fonction est-ce que je veux être considéré comme un créateur ou pas, ce qui va notamment faciliter la visibilité de votre profil, qui va vous permettre de dire voilà les sujets sur lesquels dont je veux parler. Donc toi, j'imagine, ça doit être le voyage, la photo. Moi, ça va être le luxe, le marketing, des choses comme ça. Donc allez dans vos settings et si vous avez envie d'être créateur, mettez-le activez-le. Et après, il faut tout ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'A/B tester, comme tu disais, de poster des choses et de comprendre en fait où va être l'engagement et de créer votre communauté. C'est comme ça que vous pouvez être entre guillemets contacté par les équipes de managers, de créateurs chez LinkedIn qui pourront ensuite vous accompagner. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que vous allez pouvoir aussi interroger tous les exposants qui sont là et qui ont aussi des bons conseils, parce qu'ils sont au cœur des systèmes. Et vous le verrez, il y a des types à retenir de tout le monde. Cet après-midi, on n'en a pas parlé, mais cet après-midi, on aura une séance sur la data, puisque derrière toutes ces utilisations, derrière le ciblage que tu fais, notamment le SEO, il y a la data. Donc revenez cet après-midi pour participer à cette conférence e-marketing. Je remercie les personnes qui sont restées pendant 1 heure debout, et félicitations à eux, mais aussi toute l'audience, et surtout nos speakers que vous pouvez applaudir. Merci beaucoup. Merci.